Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT OVNI en France qui est l'actualité des différentes observations d'OVNI qui ont eu lieu en France dernièrement, divisée en trois parties, les informations importantes de cette édition, l'actualité OVNI qui a eu lieu en France dernièrement, et en troisième partie donc une troisième étude des observations d'OVNI dans le département des Bouches-du-Rhône. Au sommaire de cette édition, dans les informations importantes de ce mois-ci, je vous parlerai de l'initiative Delta, puis retour sur la conférence qu'a donnée David Jacobs à Paris en septembre dernier et la conférence d'Éric Zurcher qu'il a donnée à Grasse en octobre. Nous aborderons par la suite les événements des partenaires dans la rubrique UFO Cloud. Dans l'astuce du veilleur ou de l'enquêteur de cette édition, Rémi Fauchereau, reporter du département de l'Yonne, ufologue et président de l'association d'études des phénomènes aériens, vous présentera l'un de ses compteurs GGR qu'il utilise en enquête. La question de l'édition a été posée à Robert Roussel sur ce qu'il pense de l'ufologie actuelle en France. Puis nous passerons à la dernière partie, le dossier de cette édition, les observations d'OVNI dans le département des Bouches-du-Rhône, avec une petite étude géoufologique. Poursuivons avec les informations importantes de cette édition. Daniel Robin, d'OVNI Investigation, ouvre un nouveau site internet ou plateforme dédié exclusivement aux pans OVNI de type triangulaire, avec pour objectif principal de répertorier ce type d'OVNI, principalement en France, mais aussi dans le monde entier. Sur la plateforme, vous trouverez des témoignages plus ou moins connus dans le domaine ufologique, comme des témoignages très brefs et dans la majorité totalement anonymes. Je tiens à rappeler que Daniel Robin est l'auteur d'un ouvrage consacré au triangle volant qui est sorti dernièrement en France. Ce site internet ou plateforme s'appelle Delta Initiative. Le lien sera affiché en dessous de cette vidéo, mais également la page Facebook. Nous reviendrons sur cette initiative au cours de l'année 2019. Alors Rémi, dernièrement, nous nous sommes rendus à Paris pour la conférence de David Jacobs le 13 septembre. Alors, qu'en as-tu pensé? Alors donc, moi, c'était la première fois que je montais, non pas à Paris, mais que j'allais à la Maison des Mines et à OVNI Paris assister à une conférence. Ça se déroule à OVNI Paris, mais c'est organisé par le CERO France. Plus surtout celle de David Jacobs, quand même, qui est un personnage de l'ufologie américaine, au même titre un peu que John Mack a été un personnage de l'ufologie, au même titre que Bob Hopkins a été un personnage de l'ufologie. Ces deux derniers sont morts, sont décédés, donc David Jacobs est un peu le seul qui reste. Et donc David Jacobs aussi, c'était la première fois qu'il venait en France, et peut-être la dernière fois qu'on le verra en France. Donc s'il y avait une conférence à laquelle il fallait assister, c'était un peu celle-là. Donc il vient de loin, vous vous en doutez, puisqu'il est du côté de Philadelphie. Donc il expliquera puisque là il va commencer sa conférence, disant, comme vous savez qu'il est des professeurs d'histoire à l'université de Temple, à Philadelphie. Donc c'est pour nous une joie de le recevoir. I'm told when I was teaching, graduate students would talk to me and they'd say they want to write a doctoral dissertation about the abduction phenomenon or the UFO phenomenon or whatever. Donc quand David était enseignant, donc professeur d'université d'histoire contemporaine à Temple University, beaucoup d'étudiants, quelques étudiants en tout cas, sont venus à lui pour lui proposer de faire une thèse de doctorat, un sujet de doctorat, de thèse de doctorat, donc sur le sujet ufologie ou abduction terrestre. David Jacobs, il a fait un ouvrage, il marche parmi nous. Le plan extraterrestre pour contrôler l'humanité, c'est le sous-titre. Alors, tu es venu participer et écouter la conférence de David Jacobs. Qu'en as-tu pensé? Conférence intéressante, c'est le moins qu'on puisse dire. Un regret quand même important, c'est qu'on n'a pas pu faire de débat suffisamment. Donc ça manquait un peu, mais sinon, bon, la conférence était intéressante. Mais moi, j'ai trouvé ça passionnant. C'est là des abductions, bon, c'est quelque chose que je connaissais un petit peu.
One of the things we learned about the abduction phenomenon early on was that it is intergenerational. Une des découvertes principales que nous avons fait au cours des années est que, premièrement, le phénomène des abductions est un phénomène intergénérationnel. That means that if a person is an abductee and they marry a non-abductee, all the children will be abductees. Cela signifie premièrement que si une personne qui est abductée épouse une personne non abductée, en vérité, il se trouve que leurs enfants seront tous abductés à un moment ou à un autre. So if this phenomenon started in the 16th century, everybody on Earth would be an abductee. La conclusion du professeur, c'est que si ce phénomène avait commencé par exemple au XVIe siècle, d'après lui, nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation où pratiquement tout le monde aurait été, tout le monde serait abducté aujourd'hui. So we know that it didn't start then. C'est pour cela que nous savons que cela n'a pas commencé à cette époque Probably très began last quarter of the 19th century. Le phénomène a probablement commencé en fait pendant le dernier quart du XIXe siècle. Je signale que la vidéoconférence intégrale de David Jacob est disponible sur la chaîne YouTube IM Media. Le lien de la conférence est affiché en dessous de cette vidéo. Alors je retrouve Thierry Rocher du Sceau. Alors Thierry, que penses-tu de cette conférence ? Eh bien écoute mon cher Gilles, pour le moment nous en sommes à la présentation du sujet qui a été faite quand même de manière accélérée. Donc on est rentré dans un domaine qu'on ne connaissait pas encore, qui est tout ce qui se passe au niveau des enlevés, des hybrides et dans les ovnis. Donc là il y a énormément de choses qu'on a appris ce soir, qui étaient déjà dans les livres de monsieur David Jacobs. Mais ça fait beaucoup de choses apprises par le biais de l'hypnose, les thérapies alternatives. Donc il y a beaucoup de questions encore à poser, puisque là, le débat n'a pas encore été entamé pour la soirée. Je tiens à remercier Myriam et tous les membres de l'association Cero France, mais également David Jacobs et toutes les personnes rencontrées au cours de cette conférence de septembre dernier. Je signale qu'un reportage a été réalisé au cours de cette conférence, dont voici un extrait. La première fois que j'ai vu David Jacobs, c'était dans les vidéocassettes dossier OVNI, sur les enlèvements extraterrestres. Moi aussi, c'est là que j'ai connu. Et ça m'avait fasciné. Quand on est adolescent, les abductions, ça fascine peut-être beaucoup plus que quand on est un peu plus loin dans le domaine de l'ufologie. Ce reportage sera diffusé en 2019 sur le compte ODH TV Archives. Alors donc je retrouve Eric Zurcher sur Nice. Bonsoir Eric. Et bonsoir. Hier, je me suis rendu donc à une conférence où tu participais. Non, c'est vrai. Si. À Grasse. Oui. Alors, comment s'est déroulée la conférence ? Est-ce que le public pour toi t'a posé assez de bonnes questions ou a été intéressé par rapport à ta conférence ? Je pense qu'il a été très intéressé, tout le monde était content apparemment. Le public était un petit peu néophyte, il y avait quand même quelques personnes qui connaissaient bien dedans. À la fin, il y a eu des questions que j'ai trouvées pertinentes, parfois inattendues, mais pertinentes. Donc ma conférence a porté sur une présentation de ce que sont les RR3 pour les initier un petit peu à ce domaine si particulier. Et puis comme j'avais mes dessins sur une clé USB, en plus on a pu les projeter. Donc ça je pense que les spectateurs ont été très intéressés. D'ailleurs, pas mal ont acheté le livre. Et tous m'ont dit à la fin qu'ils étaient ravis d'avoir assisté à ça. Il faut comprendre que dans ces cas, on les prend toujours, et c'est fait pour ça d'ailleurs, au premier degré. Voilà. À aucun moment on imaginerait que... il n'y a qu'avec l'analyse, en prenant plusieurs centaines de cas, qu'on commence à se dire, mais attends, dans tous ces cas, il y a des éléments humains. Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? Peut-être qu'on a affaire à des scènes qu'on nous montre, avec des thématiques précises, l'espace, la vie extraterrestre. C'est hier soir, t'as vu,
Certains m'ont demandé réellement ce que je pensais, est-ce que j'avais une ouais, à la hypothèse, fin, un modèle et tout, et j'ai pas répondu. Je leur ai donné quelques indications, mais c'est tout, parce que je ne veux pas jouer ce jeu-là. C'est pas que je ne peux pas, mais je ne veux pas. Non, tu veux pas influencer. Je ne veux pas influencer, voilà. Qui laissera des traces assez énormes, hein, parce que le sol était détrempé, donc c'était facile, et surtout, le gars qui soudait, là, le soudeur, il y avait, comme à la soudure à l'arc, il y avait des choses qui tombaient par terre. Et ces choses, on les a retrouvées. C'est une des premières analyses que l'on a d'un microproduit laissé par ces objets. Résultat, c'était de l'airain, c'est-à-dire du bronze, mais un bronze très particulier, résistant à la chaleur et à la friction. Il a été analysé par 2 laboratoires à l'époque en Italie. Et donc c'était la deuxième fois que tu faisais une conférence à cet endroit-là? Alors, pour cette association, c'était la deuxième fois. La première fois, c'était à Cannes, et cette fois-ci, c'était à Grasse. L'association est plutôt sur Grasse. Donc l'année dernière, j'ai donné à Cannes. Et cette année, avec la sortie du livre, j'ai accepté de donner la conférence à Grasse. Cette conférence a été organisée par l'association Univers, qui est une association qui organise des conférences sur des thèmes tels que le deuil, recherche scientifique sur la conscience, place de l'homme dans l'univers, science et spiritualité, développement personnel, tout sujet qui permet d'aborder sa vie de façon sereine et positive. Si vous voulez plus de renseignements sur l'association Univers, l'association a un site internet qui sera affiché en dessous de cette vidéo. Et quand sera ta prochaine conférence en France? Écoute, je dois donner une conférence début janvier à Paris pour OVNI Paris. Voilà. UFO Cloud. Info partenaire, OVNI Paris. La prochaine soirée ufologique aura lieu le 8 janvier 2019 à 20h. Le thème, les apparitions mondiales d'humanoïdes. Une conférence présentée par Éric Zurcher, spécialiste des rencontres rapprochées du troisième type en France, ufologue, mais également auteur de nombreux ouvrages. Le lieu de la conférence, 270 rue Saint-Jacques, Paris 5e, salle Nicole, à la Maison des Mines. La conférence se déroulera à 20h, entrée 10 €. La prochaine rencontre ufologique de l'association OVNI Languedoc se déroulera le vendredi 11 janvier 2019 à la cafétéria Flunch, Auchan, Pérols. Le thème, les ovnis à l'île de la Réunion. Une conférence animée par Luc Chastan, ufologue et également webmaster du site Base OVNI France. Rendez-vous à 19h pour plus de renseignements. Contactez l'adresse suivante: contact@ovni-languedoc.fr. Bonjour, je suis Rémi Fauchereau, veilleur, bienvenue dans l'astuce du veilleur. Aujourd'hui, je vais vous présenter le compteur Gégère. Voilà, un premier compteur Gégère qui s'appelle un Cartex, qui était utilisé dans les années 80. Voilà comment ça marche. On baisse ce petit clapet, et voilà ce qui se passe. Là, c'est la désintégration du radon dans l'air. On est actuellement dans la maison. Dans l'air, dans l'atmosphère, il y a du gaz rare, le radon, et les petites désintégrations qui se symbolisent par des petits chiffres, c'est le nombre de désintégrations du radon dans l'air. Voilà. Et pour s'il y avait une radioactivité qui soit supérieure à la normale, à la radioactivité ambiante, ça se traduirait par une augmentation des chiffres et des petits bips par 30 secondes. Là, on est à 11. 11, donc c'est une désintégration normale. C'est une désintégration normale, il y a 11 atomes de radon qui sont désintégrés. Des fois, il peut en avoir un peu plus, il peut en avoir un peu moins, etc. Mais il ne faut pas que ça dépasse 50. À partir du moment où ça dépasse 50 pour 30 secondes, c'est qu'il y a une radioactivité anormale, supérieure à la normale, disons. Voilà. Donc cet objet, cet appareil, je veux dire, permet
permet de connaître la radioactivité ambiante. Quand vous avez un atterrissage, vous pouvez le poser à l'endroit où a atterri l'objet pour voir s'il y a une radioactivité résiduelle anormale ou normale, ou en dessous de la normale. Et donc ça peut être utile. Même des années après, il peut persister des anomalies radioactives à l'endroit où un objet, disons un pan ou un ovni, pourrait s'être posé. Et pour la petite histoire, c'est ce genre de compteur, le Cartex, qui a été utilisé pour détecter la radioactivité qu'il y a eu lors de l'accident de Tchernobyl. Pour la Tchernobyl, puisque j'ai vu une vidéo donc, à la télévision, où il y a un monsieur qui montrait que la radioactivité était forte encore à Tchernobyl, et le compteur était complètement bloqué par des chiffres, et il mettait comme s'il mettait erreur. Parce que la radioactivité était telle que même ce compteur-là n'arrivait pas à tout détecter. C'était un peu trop fort, trop important pour que ce compteur-là puisse détecter toute la radioactivité. Alors ça tapait erreur. Voilà. Parce que dans l'air, il y a un gaz rare qui s'appelle le radon et qui se désintègre naturellement. Et donc c'est ça que ça comptait. Voilà. C'était la radioactivité naturelle de l'air. Mais ça n'envoie pas de radon. Il n'y a pas de radon dedans. C'est pas, quand tu utilises ça, c'est pas toxique quand tu fais ça. Non, c'est le compteur GGR compte les aides. Il n'envoie rien. Il n'envoie rien, non, il ne fait que compter. Il a des capteurs où il compte les désintégrations. Il capte les désintégrations et il les traduit en affichage digital et en coups par minute. Voilà, c'est la fin de cette astuce de l'enquêteur ou du veilleur. Rémi Fauchereau vous a partagé l'un de ses compteurs GGR. Dans la prochaine édition, il vous partagera son deuxième compteur GGR et il y aura une différence entre les deux. Que pensez-vous de l'ufologie actuelle en France ? J'avoue que j'ai pas beaucoup de... Je trouve qu'il y a un support, internet qui déforme tout et qui provoque chez les ufologues cette envie de dialogue, cette envie d'échange entre eux et qui provoque la surenchère. Et donc, à mon avis, on est complètement à côté de la plaque. Les ovnis sont complètement éteints au niveau du... Ça fait partie de cette... Je le raconte que avec Internet, on a une insensibilisation. Un petit peu, vous savez, vous avez un phénomène de rejet, vous avez des machins, on vous insensibilise. Eh bien, Internet a insensibilisé l'opinion, le public, par rapport à l'intérêt au phénomène ovni. Quand vous ouvrez Internet, j'en parle, des rumeurs, ça fait partie, quand vous ouvrez Internet, les extraterrestres sont là, ils vous servent un café, ou ils vous égorgent, etc. Donc, à mon avis, il y a un bruit de fond qui est pas intéressant. Voilà, moi ça m'intéresse pas particulièrement. Passons dès à présent donc au dossier de cette édition, une troisième étude des observations d'OVNI dans les Bouches-du-Rhône. Je suis actuellement au col de la Gineste, au-dessus de la ville de Marseille. Et sur la droite, il y a les Calanques. Le phénomène OVNI dans le département des Bouches-du-Rhône est, comme tout département, essentiellement constitué de rencontres rapprochées du premier type. Il y a eu des cas du deuxième type, du troisième type, des cas dits de haute étrangeté. Mais passons dès à présent à la carte des observations suivies des rencontres rapprochées du premier type. Le phénomène OVNI dans le département des Bouches-du-Rhône est essentiellement constitué de LN, DD et rencontres rapprochées du premier type en blanc sur la carte. Les LN ou lumière nocturne, DD, disque diurne sont des observations de phénomènes aériens non identifiés à plus de 150 mètres du témoin. Les rencontres rapprochées du premier type sont des observations d'OVNI à moins de 150 mètres du témoin. Tous ces phénomènes sont en blanc sur la carte. Ensuite, il y a eu des rencontres rapprochées du deuxième type, c'est-à-dire observation d'un objet au sol avec oui ou non des traces sur le sol en jaune sur la carte. Quelques rencontres rapprochées du troisième type, c'est-à-dire observation d'un objet au sol ou non avec la présence d'une ou de plusieurs entités en vert sur la carte, et quelques observations de phénomènes côtiers ou de lueurs côtières, c'est-à-dire observation de phénomènes aériens non identifiés proches du littoral ou des côtes,
en rose sur la carte. À Marseille, comme nous l'avions vu dans le premier épisode d'Urban OVNI, de cette étude OVNI au-dessus des grandes villes, il y a eu de nombreux cas d'observation d'OVNI qui remontent aux années 1800. Le 14 décembre 1883, observation d'un phénomène aérien insolite, sans précision pour l'instant, recherche en cours. Source OVNI et extraterrestre de Yves No. En 1889, à l'Observatoire de Marseille, a été observé 2 jours par 2 témoins astronomes professionnels un objet rond d'une taille de 3 minutes d'arc. Source Les Universons par Claude Poher. Le 21 septembre 1952, sur la commune de Marseille, il est 19h30. Le témoin est en voiture et vient de s'arrêter à un feu rouge. Il observe alors très distinctement un objet bleuté comme une ampoule au néon, d'une longueur légèrement supérieure au diamètre de la Lune, assez mince. Il a une trajectoire nord-est-sud-ouest, légèrement descendante mais rectiligne. La hauteur est estimée par le témoin à 1500 à 2000 mètres. L'objet est silencieux. La luminosité est éclatante, uniforme et semble émaner surtout d'une bande qui suit la longueur de ce dernier. Source Les soucoupes volantes viennent d'un autre monde par Jimmy Gueux. Je suis actuellement à côté de l'abbaye de Saint-Michel de Frigolet. Dans ce secteur, du côté de Barbentane, il y a eu des apparitions d'OVNI. Le 6 octobre 1952, sur la commune de Tarascon, il est 19h30. Observation d'un objet allongé pendant 8 à 10 secondes. Source Les soucoupes volantes viennent d'un autre monde par Jimmy Gueux. Le 12 octobre 1954, le témoin se trouve sur la commune de Marseille, il est 18h15. Il observe un phénomène en forme de cigare très brillant au niveau du mont Gineste. Source OVNI, premier dossier complet de Michel Figuet. Le 13 octobre 1954, sur la commune d'Arles, il est 19h. Plusieurs témoins observent un objet ovoïde rouge et jaune dans le ciel. Le 14 octobre 1954, sur la commune de Fuveau, il est 18h10. Un instituteur et ses élèves aperçoivent dans le ciel une forme allongée, dont la couleur rappelle celle d'un verre luisant, qui laisse derrière elle une traînée lumineuse. Source OVNI, premier dossier complet de Michel Figuet. Le 18 novembre 1959, sur la commune de Martigues, observation d'un objet lumineux, de forme ronde et d'un diamètre comme une petite lune. Il paraissait surmonté d'une pointe munie d'une boule rouge. L'objet est resté une demi-heure stationnaire avant de disparaître. Le 9 septembre 1963, sur la commune de La Ciotat, à 21h29, observation d'un objet volant de couleur orange. La couleur orange variait d'intensité, l'objet est apparu soudainement à la droite du témoin et se déplaçait rapidement à l'horizontale. Il s'est arrêté brusquement pour prendre une direction perpendiculaire pour disparaître progressivement. Source le site ovnifrance.fr. Le 18 mars 1974, à Marseille, 6 personnes ont signalé à la police vers 21h30 la présence d'un objet mystérieux au parc Sévigné. Parmi elles, un professeur d'université qui a observé l'objet à la jumelle. C'était un disque de diamètre assez important qui changeait de couleur, comme un kaléidoscope, rouge, puis jaune, puis vert. Il était stabilisé à 30 degrés au-dessus du sol. Source le Méridional du 19 mars. Le 23 septembre 1977, sur la commune d'Istres, il est 23h59, le témoin a aperçu pendant 1 minute 2 objets de forme circulaire éclairés en dessous. Ils suivaient une trajectoire nord-ouest-sud-est, c'est-à-dire en traversant l'étang de Berre et se dirigeant sur Marseille. La brigade de gendarmerie d'Istres a ouvert une enquête. Source le Provençal. Le 14 février 1979, sur la commune de Gréasque, un témoin observe un gros objet lumineux à hauteur des arbres qui se transforme en boule de couleur verte. Source Lumière dans la nuit numéro 184. Le 20 juillet 1994, sur la commune d'Aubagne, à 2h30 du matin, un témoin se trouve dans une chambre de la clinique Casamance quand il observe dans le ciel une forme bizarre
qu'il décrit comme un morceau de lune, avec des couleurs comme du vert, de l'orange, un peu de violet, qui se déplacent. Il observe aussi des clignotants et des flashs sur l'objet, et cela pendant au moins 1 heure. Source, Lumière dans la nuit, numéro 327. En août 1999, sur la commune d'Oriol, à minuit 30, plusieurs témoins ont observé, alors qu'ils étaient en train de marcher sur une petite route de la commune d'Oriol, un engin gros comme un stade de foot et aux contours bien visibles. La structure était apparemment métallique et se déplaçait lentement en se dirigeant vers eux et sans bruit. Des lumières étaient visibles, voire des hublots éclairés. La réaction des témoins a été la fuite. L'observation a duré 1 minute environ avant que l'objet ne change de cap et s'éloigne à une vitesse fulgurante. Le 19 août 2001, à La Ciotat à 21h40, observation de 5 objets verts fluorescents. Le 7 mars 2003, à Marseille à 19h45, observation d'un triangle noir isocèle, passage rapide et aucun bruit. Le 3 juin 2017, sur la commune de Carry-le-Rouet, à 23h50, observation d'un point lumineux dans le ciel. Le 16 juin 2017, sur la commune d'Oriol, à 3h30 du matin, observation d'une boule très lumineuse, immense, très ronde. Le 24 juillet 2017, à minuit 33, sur l'autoroute A50, au niveau d'Aubagne, observation d'un objet volant lumineux. Je vous retrouve à présent, à côté de Glanoum, des Antiques, du côté de Saint-Rémy-de-Provence, toujours dans ce triangle du dragon. À Saint-Rémy-de-Provence, il y a eu des observations d'OVNI assez intéressantes. Mais passons à présent à ces observations. Le 17 février 1980, donc sur la commune de Saint-Rémy-de-Provence, il est 20h, un témoin aperçoit quelques secondes, depuis son habitation, une sphère volumineuse de couleur orangée qui semble être posée sur le sol. Elle contacte alors son fils, sapeur-pompier, qui, avec sa compagne, verront le phénomène, mais en vol à environ 400 mètres de distance et une altitude évaluée à 150 mètres. Leur observation durera moins de 5 minutes dans un ciel dégagé et par un fort mistral. L'objet en vol est constitué de 2 sphères lumineuses rouges avec un point lumineux qui apparaît ou disparaît suivant le balancement de l'objet. Le déplacement est lent et régulier, suivant une trajectoire plein nord. La vitesse est régulière et aucun bruit n'est entendu. Le témoin remarque sur un tas de sable 2 traces symétriques dont il ne connaît pas la provenance et appelle aussitôt la gendarmerie. Celle-ci constatera la présence de ces traces mais ne découvrira aucune autre modification sur l'environnement au sol ou sur la végétation. Aucune perturbation électrique n'a été constatée. Aucun autre témoin oculaire de ce phénomène n'a été retrouvé, mais 2 personnes ont témoigné verbalement avoir vu un phénomène semblable le 11 février à 23h57 dans une commune avoisinante. Il ne semble pas que le GEPAN ait fait une enquête sur ce cas qui reste inexpliqué et ainsi classé en PAN D sur le site du GEIPAN. Passons dès à présent aux rencontres rapprochées du 3e type qu'il y a eu dans ce département, avec un retour sur l'affaire d'Aubagne présentée par l'ufologue Éric Zurcher au cours d'une conférence qu'il a réalisée à Grasse en octobre dernier, puis un cas de RR3 à Fos-sur-Mer. Ça, c'est un cas sur lequel on a fait une contre-enquête en 77. C'est un cas qui s'est déroulé pas très loin d'ici, finalement, à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône. Oui. La dame que vous voyez là sort étendre son linge, entourée de ses 3 enfants, et puis tout d'un coup, elle voit ce truc qui arrive à toute vitesse sur elle. Alors, c'est un cas extrêmement baroque aussi. Et il y a cette... Moi, je l'ai appelé le sous-marin volant, ce cas, parce qu'il ressemble un peu au Nautilus, quelque part, du capitaine Nemo. Vous voyez la barrière en haut, le garde-corps. Et vous voyez cette gigantesque fenêtre, on va dire, baie. Et derrière, il y avait une vingtaine de personnages en uniforme de marin, genre blanc, avec des galons, très beau, a-t-elle dit. Mais j'avais la mauvaise impression qu'ils se fichaient de moi. Ils avaient l'air tous de se... regarde là, l'autre idiote en bas et tout. Et ça a duré 5-6 minutes. Ils étaient là, et elle ne comprenait pas ce qu'elle voyait, évidemment. De toute façon, c'est incompréhensible. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la croisière s'amuse, quoi, finalement. Moi, j'ai l'habitude de donner des titres au cas. Vous verrez, sur les 106 cas, ils ont tous un titre. Et je crois que c'est le titre que je lui ai donné. Hein. Et l'objet est parti à toute vitesse. Et donc, un des membres du CRUN, l'association que j'avais fondée,
qui travaillait à Marseille, faisait ses études d'architecture, a retrouvé Madame M, donc je ne dis pas son nom parce qu'elle vit toujours, et il a vu les enfants, deux des trois enfants, qui se souvenaient très bien de l'objet. Elle n'est jamais revenue sur son truc. C'est une histoire complètement incompréhensible, hein, bien entendu, d'un point de vue, de notre point de vue. Le 29 janvier 1968, sur la commune de Fos-sur-Mer, à 1h15 du matin, un témoin au lieu-dit Pont de la Roque, entre Fos-sur-Mer et Port-Saint-Louis-du-Rhône, assiste à l'atterrissage d'une soucoupe de laquelle sort un occupant. Le témoin s'approche à 5 mètres de l'objet. Une ouverture apparaît et ce dernier se trouve alors paralysé. Le témoin connu des nuits agitées pendant 15 jours après son observation. Source OVNI, premier dossier complet de Michel Figuet. Je vous retrouve à présent à côté de grottes troglodytes, non loin de Lambesc. Lambesc qui a été le lieu d'un terrible séisme en 1909, d'une intensité de 8. Donc passons dès à présent à l'étude géo-ufologique du département des Bouches-du-Rhône. Les types de phénomènes ovni ou pan les plus observés dans ce département sont les LN, lumière nocturne, et les RR1, rencontres rapprochées du premier type. Il y a eu cependant quelques rencontres rapprochées du deuxième type ou du troisième type, comme l'affaire d'Aubagne, présentée tout à l'heure par Eric Zurcher. Mais le type le plus observé sont les LN et rencontres rapprochées du premier type. En général, les formes les plus observées dans ce département sont les sphères, comprenant les lueurs, les boules lumineuses, les disques, les triangles et les cigares, de différentes couleurs. Les témoins sont soit chez eux, soit en voiture, sur des routes ou des autoroutes comme l'A7 ou l'A50. Il y a cependant, comme dans tout département en France, des cas dits particuliers, comme l'affaire de la rencontre rapprochée du troisième type à Aubagne, mais également une affaire d'OVNI ressemblant à une goutte d'eau du côté de Marseille-Vert, qui avait été citée dans la vidéocassette des Portes du futur de Jimmy Gueux, OVNI en France. Quand on regarde les observations d'OVNI ou de pan dans ce département, on remarque qu'il y a plus d'observations en zone urbaine. À Marseille, d'ailleurs, il y a eu de nombreux signalements, quand on regarde les bases de données. Il y a quelques cas en zone périurbaine. Il y a 1 ou 2 cas proches de la base militaire d'Istres, mais également de Salon de Provence. L'emplacement des observations en zone urbaine ou zone périurbaine peut être expliqué par l'emplacement où lieu étaient basées les nombreuses associations ou ufologues dans ce département. Il y a eu le SERPA, l'IMSA, Ouranos 13 et d'autres bien sûr. On pourrait parler aussi de zones d'influence de ces associations, autant dire des zones où les gens du secteur savaient que là, il y a un ufologue qui vit, que là, il y a une association qui recueille des témoignages, et donc c'est peut-être pour cela que dans certaines zones, il y a plus d'observations recueillies par des ufologues et enquêteurs. Je dis bien recueillies. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu plus d'observations ailleurs. C'est juste qu'il y a des zones d'influence, des associations ou des ufologues. Quand je parle de zones d'influence, c'est, comme je le disais précédemment, les habitants de ces zones savaient que dans un tel lieu, dans une place, il y avait ou il y a un ou plusieurs enquêteurs ou ufologues prêts à recueillir leurs témoignages. Concernant l'étude géoufologique en fonction de la géologie, on peut remarquer qu'il y a eu des cas d'observation d'OVNI proches, quand je dis proches ça peut être éloigné aussi, de zones de carrières, comme les carrières de bauxite, de zones dites karstiques. Concernant les failles, nous aborderons cela dans l'étude géoufologique globale de la région PACA, mais également dans le 4e ou 5e épisode d'OVNI et failles géologiques. Il y a eu quelques cas d'observation d'OVNI ou de pan de différents types, RR1, RR2 et RR3, autour de l'étang de Berre, une zone qui est industrielle, et également témoignages proches de l'aéroport de Marignane. Revenons à présent sur les différents cas dans l'histoire du département des Bouches-du-Rhône. La première mention, une notification d'observation ou de phénomène insolite dans le département des Bouches-du-Rhône, remonte à août 1608, où il y aurait été vu un phénomène particulier dans le ciel de Martigues. Ce fait a été relaté dans un document qui était consultable, encore il y a quelques années en arrière, aux archives municipales de la ville de Nice, dans le département des Alpes-Maritimes.
Ce document est connu comme étant les épouvantables signes au-dessus de la ville de Nice et Gênes. Et dans ce document, il est mention qu'en 1608, il y a aussi un phénomène particulier ou un prodige dans le ciel de Martigues. Les premières observations d'OVNI recensées dans le département des Bouches-du-Rhône remontent à 1864, plus exactement le 10 octobre 1864, au-dessus de la ville de Marseille. Il y en a eu ensuite le 3 mai 1871, le 1er août 1871, le 15 mai 1874, le 14 décembre 1883 et en 1889. Après ces dates-là, l'observation d'OVNI qui est signalée dans les bases de données ufologiques date de mars 1952. Alors comment pourrait-on expliquer le fait qu'entre 1889 et 1952, il n'y ait aucune notification d'observation? Ce n'est pas parce qu'il n'y a eu plus d'observation, c'est juste que les ufologues, les enquêteurs, travaillent toujours, de nos jours, dans les archives départementales des journaux pour trouver d'autres notifications d'observation et ainsi mieux comprendre le ou les phénomènes observés dans un département ou une région. Je tiens tout de même à signaler que je vous ai partagé quelques cas d'observation d'OVNI dans ce département. Il y en a beaucoup plus. Vous pouvez les consulter d'ailleurs dans les nombreuses bases de données ufologiques qu'il y a sur Internet, ou en consultant des ouvrages, ou en allant dans les archives départementales des journaux de ce secteur. Concernant les prodiges ou phénomènes insolites de l'affaire de 1608, un reportage avait été réalisé et diffusé en 2011 sur ODH TV, mais sur le compte Watt TV. Celui-ci ayant disparu depuis quelques années, il y aura certainement une réédition à venir. Ainsi, ces autres observations d'OVNI, d'OANI, de lueurs côtières, de lueurs étranges dans le ciel, seront abordées dans une 4e étude des observations d'OVNI dans le département des Bouches-du-Rhône, qui sera disponible dans un JT OVNI en France à venir. Vous retrouverez également d'autres observations d'OVNI dans une étude complète, une étude géo-ufologique de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui sera disponible courant 2019 dans la saison 7 des reportages d'ODH TV. Car selon l'ufologue Gilles Durand de l'association du Sceau, Sauvegarde et Conservation des études et archives ufologiques, il a recensé dans son histocat ou son catalogue des cas dans l'histoire des observations d'OVNI entre 1900 et 1945 dans ce département. Nous aborderons cela également dans la 4e étude. Voilà, c'est la fin de cette édition du JT OVNI en France, donc du mois de décembre 2018, sur un 3e épisode des observations d'OVNI dans le département des Bouches-du-Rhône, une étude géo-ufologique de celui-ci. Vous retrouverez d'autres cas d'observation d'OVNI dans ce département, dans un épisode global, donc dans l'étude géo-ufologique phase 2, ou la saison 7 des reportages, un épisode consacré aux observations d'OVNI ou à une étude géo-ufologique de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc nous reviendrons sur l'étude faite dans cet épisode et sur des cas d'observation d'OVNI assez particuliers dans ce secteur. Je tiens à remercier tous les ufologues, veilleurs, passionnés et témoins de ce département pour nous avoir transmis des informations pour vous autres, auditrices, auditeurs, ODH Note, abonnés du compte ODH TV 2 ou de l'autre compte ODH TV Archives pour transmettre, pour partager, pour donner, dans le respect le plus total. Je tiens aussi à saluer tous les autres personnes qui ont des web TV consacrées sur l'ufologie, sur le domaine des OVNI, des OANI, des OSTNI, de l'étrange, car c'est un grand boulot de faire des montages, des tournages, d'aller interviewer les uns, les autres, et surtout de ne pas regarder les différentes niaiseries qu'il y a dans ces différents milieux. Sur ce, je vous donne rendez-vous donc en 2019. Je vous souhaite également de joyeuses fêtes. Et soyez très vigilants. N'oubliez pas votre appareil photo numérique muni d'une bonnette à réseau de diffraction, la station météo. Et à très bientôt sur les chemins de l'ufologie en France sur ODH TV. Au revoir.